Je n'arrive pas à croire que ce soit toi. La voix de Marie tremblait face à elle. À l'entrée de sa petite maison ouvrière aux murs lézardés, se tenait l'homme qu'elle avait juré de ne jamais revoir. François, 15 ans plus tard, il portait un costume qui coûtait plus que tout ce qu'elle possédait. Ses chaussures brillaient sous le soleil de l'après-midi. Elle portait une blouse rapiécée 3 fois et des sandales à la semelle usée, entre eux, un silence de 15 ans. Marie, François tenta de parler, mais les mots lui restèrent en travers de la gorge en voyant l'intérieur de la maison. Une table bancale, 3 enfants pieds nus le regardant avec des yeux énormes, des murs nus, l'odeur d'humidité et de pauvreté. Il avait voyagé 5 heures dans sa voiture de luxe pour arriver à ce petit village wallon oublié. Il avait répété 1000 fois ce qu'il dirait, mais rien ne l'avait préparé à ceci. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle. Sa voix était dure, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il y avait de la douleur, tant de douleur. « J'ai besoin de te parler. » François fit un pas en avant. « C'est important, important. » Marie laissa échapper un rire amer. « Après 15 ans, après être parti sans explication, après m'avoir laissé seul quand j'avais le plus besoin de toi, les enfants se sont cachés derrière leur mère. Le plus petit, à peine 5 ans, l'embrassa par la jambe. « Ce n'est pas ce que tu penses, dit-il. Alors dis-moi. » Elle croisa les bras. « Dis-moi, qu'est-ce qui est si important pour te ramener ici après si longtemps? Dis-moi, pourquoi apparais-tu maintenant que j'ai appris à vivre sans toi, maintenant que je n'ai plus besoin de tes promesses creuses ?» François respira profondément, mit la main dans la poche de sa veste et en sortit une enveloppe qui allait tout changer. « Je suis venu te donner ça, dit-il, et te dire la vérité, la vérité. » Ce mot flotta entre eux comme un fantôme, parce que la vérité avait le pouvoir de détruire le peu qui restait ou de reconstruire tout à partir des cendres. Marie regarda l'enveloppe sans la toucher. Son cœur battait si fort qu'il lui faisait mal. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette enveloppe contenait quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé et que la conversation qui allait commencer révélerait des secrets enfouis depuis 15 longues années. Si cette histoire vous touche le cœur, n'oubliez pas de vous abonner. Des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées. Marie ne prit pas l'enveloppe. Elle se contenta de se décaler et de désigner l'intérieur de la maison d'un geste sec. « Entre, mais enlève ses chaussures. Je ne veux pas que tu salisses le sol. » François obéit, enleva ses chaussures italiennes en cuir et les laissa à l'entrée. Le sol en ciment était froid sous ses pieds. « Propre », remarqua-t-il. Malgré tout, il était impeccablement propre. Les 3 enfants continuaient de l'observer. L'aîné, une fille d'environ 12 ans avec des tresses inégales, le regardait avec méfiance. Le cadet, un garçon de 8 ans avec un t-shirt 2 tailles trop grand, se cachait derrière sa sœur. Le plus petit, collé aux jambes de sa mère, suçait son pouce. « Sophie, emmène tes frères dehors », ordonna Marie avec douceur. « Mais maman, maintenant, mon amour. » La fille hocha la tête, prit ses frères par la main et sortit par la porte arrière. Avant de partir, elle lança à François un dernier regard. Un regard qui disait « Si tu lui fais du mal, tu auras affaire à moi. » François sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cette fille avait le même feu dans les yeux que Marie, le même esprit dont il était tombé amoureux tant d'années auparavant. « Assieds-toi. » Marie désigna une chaise branlante à côté de la table bancale. « Bien que je ne sache pas si ton costume de créateur survivra, » il s'assit sans répondre à la provocation. La table était dressée pour 4 assiettes dépareillées, 4 tartines dans une assiette, une marmite de soupe de légumes. C'était le dîner. « Ce sont les tiens ?» demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. « Les enfants. » Marie s'assit en face de lui, gardant ses distances. « Non, je les ai trouvés dans la rue et j'ai décidé de les collectionner. »« Marie, qu'attendais-tu, François? Que je reste figé dans le temps à t'attendre ?» La vie a continué. J'ai continué. « Qui est le père ?» La question sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu. Marie le regarda avec un mélange de douleur et de fureur. « Ce n'est plus ton problème. Il fut un temps où il n'y avait pas de secret entre eux. Quand ils étaient jeunes, quand François était encore étudiant en architecture avec plus de rêves que d'argent, quand Marie travaillait à la boulangerie de son oncle et lui gardait le pain de la veille, ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie simple, 20 invités, une robe prêtée, mais ils étaient heureux, ou du moins François le croyait, jusqu'à ce que vienne l'offre, l'opportunité de sa vie, un partenaire investisseur qui voulait financer son premier grand projet, mais il y avait une condition. Il devait partir, déménager à Bruxelles, travailler jour et nuit pendant des années. « Je reviens dans 2 ans », lui avait-il promis. 3 maximum. Je vais construire notre avenir. Elle avait pleuré, l'avait supplié de ne pas partir, mais il était aveuglé par l'ambition, jeune et stupide.
Je reviendrai pour toi, avait-il dit. Je te le jure, il ne l'a jamais fait. Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, dit François maintenant, sa voix plus basse. Je sais que je t'ai trahi, que j'ai brisé toutes mes promesses. Toutes. Marie laissa échapper un rire sans humour. Non, François, tu n'as pas seulement brisé tes promesses. Tu m'as brisé. Tu m'as laissé seule. Quand elle s'arrêta, elle déglutit. Ses yeux brillaient, mais elle n'allait pas pleurer. Pas devant lui. Quand? Quoi? Rien. Oublie ça. Marie, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle se leva brusquement. La chaise racla le sol. Tu viens après 15 ans avec une enveloppe et un s'il te plaît. Tu crois que c'est suffisant? François se leva aussi, laissa l'enveloppe sur la table. Je ne suis pas venu demander pardon. Je suis venu te donner ce qui t'a toujours appartenu. Elle regarda l'enveloppe comme si c'était un serpent. Je ne veux pas de ton argent. Ce n'est pas de la charité. C'est à toi de droit. Je n'ai besoin de rien de toi, Marie. Ouvre-le. Non. Son cri résonna dans les murs nus. Dehors, on entendit les enfants se taire. Soudain, Marie respira profondément, essayant de se calmer. « Regarde-toi, » dit François doucement. « Regarde cette maison, les enfants sans chaussures, la nourriture qui suffit à peine. Mais c'est à moi, tout cela est à moi. Je l'ai construit de mes mains, avec ma dignité intacte. Et là était la raison pour laquelle il était tombé amoureux d'elle, cette dignité féroce, cette fierté qui ne se brisait pas même quand tout le reste s'effondrait. « Je sais, » dit-il, « et je t'admire pour ça, je l'ai toujours fait. » Admiration. Marie rit, mais des larmes coulaient maintenant sur ses joues. « Je ne veux pas de ton admiration, je voulais que tu sois là. » Quand j'ai perdu, elle se couvrit la bouche. Elle en avait trop dit. François fit un pas, puis un autre. « Qu'as-tu perdu ?» Elle secoua la tête. « Marie, s'il te plaît, dis-moi, notre enfant. » Les mots sortirent comme un murmure brisé. « J'ai perdu notre enfant 2 mois après ton départ. » Le monde de François s'arrêta. Tous ont disparu. Il ne resta que ce coup, cette vérité qui venait de briser quelque chose en lui qui ne pourrait jamais être réparé. Tu étais enceinte. 3 mois. J'allais te le dire la veille de ton départ, mais tu étais si excité par ton opportunité. Je n'ai pas voulu gâcher ton moment. François s'effondra sur la chaise. Ses mains tremblaient. Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas, parce que tu n'as jamais appelé, jamais écrit. Tu as disparu comme si nous n'avions jamais existé. L'enveloppe resta sur la table entre eux, un rectangle blanc qui contenait des secrets qui pouvaient tout changer ou détruire le peu qui restait. « Ouvre-le » dit François d'une voix brisée. « S'il te plaît. Après ça, si tu veux que je parte, je partirai et tu ne me reverras plus. » Marie regarda l'enveloppe. Ses mains tremblaient quand elle l'atteignit. Ce qu'elle était sur le point de découvrir allait changer tout ce qu'elle croyait savoir sur ces 15 années d'abandon. Marie ouvrit l'enveloppe de main tremblante. À l'intérieur, il y avait des documents, beaucoup de documents. Elle les déploya sur la table bancale, un par un. Son visage changea à mesure qu'elle lisait. D'abord de la confusion, puis de l'incrédulité. Finalement quelque chose qui ressemblait à un choc. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des certificats bancaires, » répondit François. « À ton nom. » Ceci dit, Marie relut comme si les mots pouvaient changer. Ceci dit, 20 millions d'euros. « Oui, tu es fou. » Elle jeta les papiers sur la table. « Tu crois que tu peux m'acheter? Que tu peux arriver ici avec de l'argent et tout effacer? Ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est ?» François se leva et marcha vers la fenêtre. Dehors, les 3 enfants jouaient dans la cour de terre. Sophie poussait ses frères sur une balançoire faite d'un vieux pneu et d'une corde. « Quand je suis parti, commença-t-il, nous avons signé des papiers. Tu te souviens? Nous avons signé beaucoup de choses. Le mariage, l'hypothèque de la maison que tu n'as jamais fini de payer. Non, d'autres papiers. Mon associé, l'investisseur, a insisté. Il a dit que c'était une protection, que si quelque chose m'arrivait, tu serais couverte. » Marie fronça les sourcils, essayant de se souvenir. « J'étais si excité que tu partes réaliser ton rêve que j'ai signé sans lire. Je te faisais confiance. Ce document stipulait que 50% de tout ce que je gagnerais serait automatiquement à toi, que nous soyons ensemble ou non. » Silence. Un silence si profond qu'on pouvait entendre le vent agiter les feuilles sèches de la cour. « Tu es en train de dire que chaque bâtiment que j'ai construit, chaque projet que j'ai achevé, chaque sou que j'ai gagné en ces 15 ans, la moitié t'a toujours appartenu légalement, par contrat. » Marie s'effondra sur la chaise. Ses jambes ne la soutenaient plus. « Alors, pourquoi est-ce que je vis comme ça ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « Pourquoi mes enfants vont-ils pieds nus? Pourquoi mangeons-nous des soupes de légumes tous les jours? Parce que tu n'as jamais réclamé ce qui t'appartenait. Et moi, François, ferma les yeux. J'ai été un lâche. Explique-toi. » Après la première année, quand les affaires ont explosé,
Quand l'argent a commencé à arriver, j'ai su que je devais revenir, tenir ma promesse. Mais chaque mois qui passait était plus difficile. J'avais tellement de travail, tellement de pression. Je me disais, un mois de plus, juste un mois de plus, et j'aurais tout prêt pour revenir la chercher. Et un mois est devenu 6. 6 est devenu 1 an. Avant que je ne m'en rende compte, 3 ans s'étaient écoulés. J'ai essayé d'appeler, mais ton numéro n'existait plus. Je suis venu te chercher, mais ta tante m'a dit que tu avais déménagé, que tu ne voulais plus entendre parler de moi. Marie se radie. Ma tante est morte il y a 10 ans. Je sais, je l'ai su après. Mais à ce moment-là, 5 ans s'étaient déjà écoulés. Et j'ai supposé que tu avais refait ta vie, que ces 20 millions s'accumulant sur ton compte était ma façon de compenser. Compenser, la voix de Marie monta d'un ton. Tu crois que l'argent compense le fait que tu sois parti quand j'avais le plus besoin de toi? Que j'ai perdu notre bébé seul? Que j'ai dû mendier du travail? Que mes enfants aient grandi en pensant que leur mère ne valait rien? François se retourna. Il avait les larmes aux yeux. Non, rien de tout cela ne compense quoi que ce soit. C'est pourquoi je suis venu. Non pas pour te donner de l'argent, mais pour te dire la vérité, pour te demander non pas pardon, je ne mérite pas de pardon, mais l'opportunité de connaître ses enfants, d'aider, d'être là. Les enfants. Marie se leva d'un bond. Tu veux connaître mes enfants? Après avoir perdu le nôtre, la porte arrière s'ouvrit. Sophie entra, ses grands yeux effrayés. Maman, tu vas bien? On t'a entendu crier. Marie respira profondément. Elle essuya ses larmes du revers de la main. Je vais bien, mon amour. Retourne dehors. Mais Sophie ne bougea pas. Elle regarda François avec cette méfiance protectrice qu'ont les enfants qui ont grandi trop vite. Il te dérange. François sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette fille, qui avait à peine 12 ans, était prête à défendre sa mère contre un homme 3 fois sa taille. Non, Sophie, dit Marie d'une voix plus douce. Nous parlons juste. Va avec tes frères. Sûr? Sûr. La fille sortit, mais laissa la porte entrebâillée. Juste au cas où. Marie se laissa tomber de nouveau sur la chaise. Elle semblait épuisée, comme si elle avait couru un marathon. « Qui est le père ?» demanda François à nouveau, plus doucement. Cette fois, Marie le regarda longuement. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose que François ne pouvait déchiffrer. « Pierre », dit-elle finalement. Il s'appelait Pierre. Il travaillait dans la construction. Il était bon, gentil, il n'était pas toi, mais il était bon. Il est mort, il y a 4 ans. Accident sur le chantier. Les enfants n'ont même pas reçu de compensation parce que l'entreprise a fait faillite. François sentit une pointe de ce qui aurait pu être de la jalousie, mais il était trop tard pour cela. Trop absurde. Je suis désolé. Je ne veux pas ta pitié. Ce n'est pas de la pitié, c'est de l'empathie. Je sais ce que c'est de perdre. Marie laissa échapper un rire amer. Toi, le millionnaire à succès, tu as perdu. François la regarda directement dans les yeux. Je t'ai perdu, la seule femme que j'ai aimée. J'ai perdu un enfant que je n'ai jamais connu. J'ai perdu 15 ans que je ne récupérerai jamais. Ce furent tes décisions. Je sais, c'est pourquoi je suis ici. Marie regarda de nouveau les documents sur la table. 20 millions d'euros. Une fortune, suffisante pour tout changer, pour donner à ses enfants une éducation, des chaussures, un avenir. Mais à quel prix? Si j'accepte ça, dit-elle lentement, qu'est-ce que tu veux en échange? Rien. Tout le monde veut quelque chose. Laisse-moi juste être dans leur vie. Dans la tienne, pas comme Marie. Je ne suis pas assez fou pour penser que c'est possible, mais comme, je ne sais pas, comme ami, comme quelqu'un qui peut t'aider. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que tu t'ennuies de nouveau, jusqu'à ce qu'un autre projet t'appelle. C'était une question juste, et François avait une réponse qui sonnait convaincante. Je n'y sais pas, admets-tu. Je sais juste que ces 15 ans sans toi ont été vides. J'ai construit 30 bâtiments. J'ai gagné plus d'argent que je ne peux en dépenser. Mais chaque nuit dans mon penthouse vide, je regardais la photo de notre mariage et je me demandais, cela en valait-il la peine? Et cela en valait la peine? François secoua la tête. Non, rien de tout cela ne valait la peine de te perdre. Dehors, le soleil commençait à se coucher. Les enfants rentrèrent en courant avec les joues rouges et les cheveux ébouriffés. Ils s'arrêtèrent en voyant François toujours là. « Maman, nous avons faim », dit le cadet. Marie regarda la marmite de soupe, regarda ses 3 enfants, regarda les documents sur la table et finalement regarda François. Ce qu'elle allait décider à ce moment-là allait tout changer pour elle, pour ses enfants, pour l'homme qu'elle avait aimé autrefois et qui était maintenant un étrange millionnaire dans son humble maison. Mais il y avait quelque chose que François ne lui avait pas encore dit, quelque chose qui était sur le point de se révéler et qui ferait que tout ce qu'il venait de confesser
semblerait insignifiant. « Asseyez-vous pour le dîner », dit Marie à ses enfants. Sa voix était ferme, mais François remarqua le tremblement de ses mains alors qu'elle servait la soupe. Les 3 enfants s'installèrent à table. Sophie aida le plus petit à monter sur sa chaise. François resta debout, se sentant intrus dans cette intimité familiale. « Toi aussi », dit Marie sans le regarder. « Si tu restes ici, tu manges avec nous. » C'était plus un ordre qu'une invitation. François s'assit. Le dîner fut silencieux. Les enfants mangeaient rapidement, clairement affamés. Sophie coupa sa tartine en 2 et en donna un morceau à son plus jeune frère. Un geste si naturel qu'il était évident qu'elle le faisait tous les jours. François pouvait à peine avaler. Chaque bouchée lui donnait de la culpabilité. Quand ils eurent fini, Sophie commença à ramasser les assiettes. « Laisse-moi t'aider », offrit François. « Ce n'est pas nécessaire », répondit la fille avec froideur. « Sophie, ne sois pas impolie », la réprimanda Marie doucement. « Mais maman, nous ne le connaissons pas. »« Je sais, mon amour, mais c'est un vieil ami. » Sophie le regarda avec scepticisme. À 12 ans, elle avait déjà appris à se méfier des vieux amis qui apparaissaient de nulle part. Après avoir lavé les assiettes dans une bassine d'eau froide, Marie emmena les enfants dans leur chambre. François entendit leur voix douce, le rituel habituel, une histoire, des prières, des bisous de bonne nuit. Quand elle revint, la lune était déjà levée. La maison n'était éclairée que par une lampe à huile. L'électricité avait été coupée à nouveau. « On s'endort vite quand on est fatigué », dit Marie en s'asseyant en face de lui. Quand on a travaillé du lever au coucher du soleil, Sophie travaille aussi. Elle aide au magasin du village 3 jours par semaine après l'école. Elle gagne juste assez pour ses cahiers. François sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle a 12 ans et elle est plus forte que bien des adultes. Il y eut un silence. François regardait la flamme de la lampe danser. « Tu as dit que tu étais venu me chercher », commença Marie. « Que ma tante t'avait dit que j'avais déménagé. »« Oui, 3 ans après mon départ, ma tante Hélène. »« Oui. » Marie se pencha en avant, ses yeux brillants à la lumière de la lampe. « François, ma tante Hélène est morte 2 ans avant ton départ. » Le monde s'arrêta. François la regarda confus. « Quoi, Hélène, la sœur de ma mère, est morte d'un cancer quand j'avais 20 ans. 2 ans avant que nous nous marions. Mais j'ai parlé avec elle. Je suis allé chez elle. Une femme aux cheveux gris, attachée en chignon, qui vivait dans la maison bleue au bout de la rue principale. » Marie pâlit. Ce n'était pas ma tante Hélène. Alors, qui? Madeleine. Le nom sortit comme un murmure. La tante de Pierre, la mère de son défunt père. François ne comprenait rien à cela. Ça avait du sens. Pourquoi la tante de Pierre, serait-elle dans cette maison? Pourquoi me mentirait-elle? Marie se leva et marcha vers une vieille boîte dans le coin. Elle fouilla à l'intérieur et en sortit une photographie jaunie. Elle la tendit à François. Sur la photo, une jeune femme tenait un bébé. À côté, un homme en salopette de chantier. Derrière eux, une maison bleue. C'est Madeleine quand elle était jeune, et c'est le grand-père de Pierre. Cette maison appartient à sa famille depuis 3 générations. François étudia la photo. La femme avec qui il avait parlé, qui lui avait dit que Marie était partie, qu'elle ne voulait plus entendre parler de lui. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a menti, parce que j'étais avec Pierre. Marie s'assit de nouveau, ses mains tremblantes. Quand tu es venu me chercher 3 ans après ton départ, je venais de rencontrer Pierre. Cela faisait seulement 2 mois. Mais Madeleine était très protectrice envers sa famille. Quand elle a vu un homme riche en costume cher demander après moi, elle a supposé que tu venais causer des problèmes, gâcher ce que son neveu était en train de construire avec moi. François se passa les mains dans les cheveux. Son esprit s'emballait. Alors elle m'a menti. Elle m'a dit que tu étais parti pour m'éloigner. Oui. Et tu ne savais pas que j'étais venu te chercher. Marie secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je n'ai jamais su. Madeleine ne me l'a jamais dit. Et moi, j'ai supposé que tu m'avais vraiment oublié, que toutes tes promesses étaient des mensonges. François se leva brusquement. La chaise tomba en arrière avec un fracas. Je suis venu 3 fois, Marie. 3 fois cette année-là. La première fois, elle m'a dit que tu avais déménagé. La seconde que tu t'étais marié. La troisième que tu ne voulais pas me voir. Que je te laisse tranquille. Mon Dieu, Marie se couvrit la bouche. Je vivais à seulement 2 rues de là. Si tu avais demandé à quelqu'un d'autre, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait confiance à ce qu'elle m'a dit. J'ai pensé que je respectais tes souhaits. La pièce tournait. Des années de suppositions, de douleurs auto-infligées, de décisions basées sur des mensonges. « Attends, » dit Marie soudain. « Tu as dit que tu étais revenu il y a 5 ans, que tu l'avais su quand ma tante est morte. » « Oui, j'ai lu son avis de décès dans le journal du village, Hélène Dubois,
J'ai pensé que c'était ta tante. Quand j'ai appelé pour présenter mes condoléances, ils m'ont dit que tu n'avais pas de famille proche, que tu vivais seule avec tes enfants, mais je n'avais pas de tante Hélène à ce moment-là. Elle était déjà morte des années auparavant. François sentit un frisson le parcourir. Alors, de qui était l'avis de décès? Marie marcha de nouveau vers la boîte et en sortit un vieux journal. Elle le déplia sur la table. Il y avait Hélène Dubois, mais le nom complet était Hélène Dubois de Vargas. C'était la femme du bourgmestre, expliqua Marie. Elle est morte il y a 5 ans. Elle n'avait rien à voir avec moi. François s'effondra contre le mur. Tout ça, toutes ces années basées sur des confusions, des coïncidences et des mensonges bien intentionnés. J'aurais pu te trouver, murmura-t-il. À tout moment de ces 15 ans, j'aurais pu te trouver vraiment, mais tu ne l'as pas fait, parce que j'ai cru ce qu'on m'a dit, parce que j'ai supposé que tu avais refait ta vie, parce que j'ai été un lâche qui a préféré croire un mensonge confortable plutôt que de venir ici et de me battre pour toi. Marie essuya ses larmes. Son visage était un mélange de colère, de douleur et de quelque chose d'autre. Quelque chose que François ne pouvait identifier. « Tu sais ce qui est le pire ?» demanda-t-elle. « Que Madeleine est morte il y a 3 ans. Je ne pourrai jamais lui demander pourquoi elle a fait ça. Je ne saurais jamais si elle pensait vraiment qu'elle t'éloignait pour me protéger, ou si quoi, ou si elle voulait s'assurer que je reste avec Pierre, que sa famille ne perde pas l'opportunité d'avoir une mère pour ses futurs petits-enfants. » Le silence qui suivit était dense, chargé d'implications. « Les enfants, » dit François lentement. « Tu as dit que l'aînée avait 12 ans. Sophie a 12 ans. Oui. Nous nous sommes séparés il y a 15 ans. C'est exact. Et tu as rencontré Pierre 2 mois avant que je vienne te chercher, ce qui signifie 3 ans après ton départ. » François fit les calculs dans sa tête. Son visage pâlit. « Marie, quand Sophie est-elle née exactement ?» Elle le regarda dans les yeux, et à ce moment-là, François sut. Il sut avant qu'elle ne dise un seul mot. 3 mois après avoir rencontré Pierre, 9 mois après t'avoir perdu. Le monde de François s'arrêta complètement. Alors, Sophie est à toi. Les mots sortirent comme un murmure. Sophie est ta fille. François ne pouvait plus respirer. Les mots de Marie résonnaient dans sa tête comme des cloches. Sophie est ta fille. Il s'effondra sur la chaise. Ses mains tremblaient tellement qu'il dut les serrer contre ses genoux. Comment? La voix lui sortit cassée. Comment est-ce possible? Tu as dit que tu avais perdu le bébé, et je l'ai perdu. Marie s'assit en face de lui, épuisée. J'ai perdu le premier, celui que je portais quand tu es parti, à 12 semaines. La doctoresse a dit que c'était à cause du stress, de la souffrance. Mais alors, 3 semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte. François la regarda sans comprendre. C'était des jumeaux, François. Les larmes coulaient librement sur le visage de Marie. Maintenant, elle était enceinte de jumeaux. J'en ai perdu un, mais Sophie s'est accrochée à la vie. Elle est née prématurément, pesant à peine 2 kilogrammes, mais elle a survécu. Le monde de François vacilla. Une fille, il avait une fille de 12 ans, une fille courageuse aux tresses inégales et au feu dans les yeux, qui vivait dans la pauvreté pendant qu'il construisait des empires. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Sa voix n'était qu'un murmure. Comment allais-je te le dire si tu as disparu? J'ai changé mon numéro 3 mois après ton départ, parce que je ne supportais pas de regarder le téléphone en attendant un appel qui ne venait jamais. Quand je suis revenu au village après avoir accouché, ton numéro ne fonctionnait plus non plus. J'aurais pu la connaître. J'aurais pu être là pour ses premiers pas, ses premiers mots. Mais tu n'étais pas là. La voix de Marie s'éleva. Tu n'étais pas là quand elle est née Violette. Et les docteurs ont dit qu'elle ne survivrait peu, être pas la nuit. Tu n'étais pas là quand elle a eu une pneumonie à 6 mois et que je suis resté éveillé 3 jours de suite à prier pour qu'elle respire. Tu n'étais pas là quand elle a fait ses premiers pas seule dans cette maison vide parce que je travaillais. François se leva et marcha vers la chambre où dormaient les enfants. Il s'arrêta à la porte, regardant à travers la fente. Sophie dormait au milieu avec ses 2 frères cadets blottis contre elle. Son bras protégeait le plus petit. « Elle te ressemble », dit Marie derrière lui. « Elle a ton nez, ton entêtement, ta façon de froncer les sourcils quand elle est concentrée. Elle sait. » Non, Pierre le savait. Marie hocha la tête lentement. Il le savait depuis le début. Je lui ai dit la vérité avant de nous marier, que j'étais enceinte d'un autre homme, que cet homme m'avait quitté. Pierre a dit que cela ne le dérangeait pas, qu'il aimerait Sophie comme si elle était la sienne. Et il l'a fait plus que tu ne l'aurais jamais aimée. Il y avait du venin dans ses mots, du venin né d'années de douleur. Il la portait sur ses épaules. Il lui a appris à faire du vélo. Il l'appelait ma princesse. Quand il est mort, Sophie a pleuré pendant des semaines. Pour elle, il était son père, le seul père qu'elle ait connu. François ferma les yeux.
Chaque mot était un coup de poignard. Et les deux autres sont de pierre, biologiquement les siens, mais Sophie s'en occupe comme si c'était les siens aussi. Cette fille a 12 ans et elle est déjà plus mère que bien des femmes adultes. François se tourna pour regarder Marie. « Je veux lui dire, tu n'as pas le droit de savoir. » « Non. » Marie croisa les bras. « Tu ne vas pas arriver ici après 15 ans et briser son monde. » Le briser. Marie, regarde où elle vit, regarde comment elle s'habille. Ne crois-tu pas qu'elle mérite de savoir qu'elle a un père qui peut tout lui donner? Tout. Marie rit sans humour. Tu vas lui donner du temps, des souvenirs, des nuits blanches quand elle fait des cauchemars, des câlins quand le monde semble trop lourd. Oui, tout ça. J'essaierai. Tu essaieras. Marie le poussa dans la poitrine. C'était un geste faible, mais chargé d'années de fureur. Ma fille n'a pas besoin d'essai. Elle a eu assez d'abandon pour toute une vie. Je ne vais pas l'abandonner. C'est ce que tu as dit de moi. Le coup atterrit. François recula comme s'il avait été giflé. Un bruit les fit se retourner. Sophie était à la porte de la chambre, éveillée, les yeux énormes dans l'obscurité. « Pourquoi vous disputez-vous » Sa voix était petite, vulnérable, rien à voir avec la fille féroce d'avant. Marie courut vers elle. « Ce n'est rien, mon amour. Retourne dormir. J'ai entendu des cris. » Sophie regarda François avec méfiance. « Qui est-il, maman? Pourquoi est-il ici ?» Marie ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle regarda François avec de la panique dans les yeux. François s'agenouilla pour être à la hauteur de Sophie. La fille recula d'un pas, se protégeant derrière sa mère. « Je m'appelle François, » dit-il doucement. « Je suis un vieil ami de ta maman. Pourquoi la fais-tu pleurer ?» La question était directe, accusatrice et juste. Parce que parfois, quand les adultes parlent de choses du passé, ça fait mal, mais ce n'est pas de sa faute, c'est la mienne. Sophie l'étudia avec ses yeux qui étaient si semblables aux siens. « Mon papa me disait que les vrais hommes ne font pas pleurer les femmes. » François sentit comme si on lui avait planté un couteau dans le cœur. « Ton papa avait raison, et je suis désolé. Sophie, s'il te plaît, retourne au lit, » supplia Marie. « Il va rester, je ne sais pas. » Sophie regarda François une dernière fois. Puis, avec le sérieux de quelqu'un de bien plus âgé que 12 ans, elle dit « Si tu restes, ne fais plus pleurer ma maman. Elle a déjà assez pleuré. » Elle retourna dans la chambre, refermant doucement la porte derrière elle. Marie s'effondra contre le mur en sanglotant. François s'approcha, incertain, et finalement osa poser une main sur son épaule. Elle ne le repoussa pas. « Elle te ressemble, » murmura-t-il. « Forte, courageuse, protectrice. Elle est meilleure que moi, meilleure que nous deux. » Ils restèrent ainsi pendant des minutes, ou peu, être des heures. Le temps avait perdu son sens dans cette maison où chaque seconde pesait du poids de 15 années de douleur. Finalement, Marie s'essuya le visage et se redressa. « Tu dois partir, François, pas ce soir, mais bientôt. J'ai besoin de réfléchir, de digérer tout ça. Et l'argent ?» Elle regarda les documents toujours sur la table. « Je ne sais pas, c'est trop, tout est trop, c'est à toi de droit. Les droits ne signifient rien quand tout ton monde vient d'exploser. » François hocha la tête. Il comprenait, ou du moins essayait de comprendre. « Puis-je revenir demain? Je ne sais pas. S'il te plaît, juste pour parler, pour la connaître, eux, elle. » Marie ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, il y avait une détermination fatiguée dans ses yeux. « Il y a autre chose que tu dois savoir. » « Quoi? Sophie est malade. » Le monde s'arrêta de nouveau. Il semblait que tout ce que François apprenait ce soir venait avec un coup émotionnel dévastateur. Malade comme son cœur, elle est née avec un défaut. Les docteurs ont dit qu'elle aurait besoin d'une chirurgie éventuellement. Cette éventualité est arrivée il y a 6 mois et je n'ai pas d'argent pour l'opération. Cela coûte plus que ce que je gagnerais de toute ma vie. François sentit comme si quelqu'un lui avait arraché l'air des poumons. C'est si grave? Si elle n'est pas opérée dans les prochains mois, Marie ne put terminer la phrase. Elle n'avait pas besoin de le faire. Je vais l'opérer maintenant, demain, quand ce sera nécessaire. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Parce que si tu apparais soudainement avec de l'argent pour lui sauver la vie, elle va poser des questions auxquelles je ne sais pas si je suis prête à répondre. Alors, dis-lui la vérité. Et, quelle vérité? Que son vrai père l'a abandonnée avant qu'elle ne naisse? Qu'il n'est apparu que lorsqu'il a découvert qu'elle avait de l'argent à son nom? Qu'il aurait pu être là tout ce temps, mais a choisi de ne pas l'être? Chaque mot était une balle, et toutes touchaient la cible. « Tu as raison, » dit François, sa voix brisée, en tout. « Mais cela ne change pas le fait que ma fille est malade et que je peux la sauver. Notre fille. Notre fille. » Marie marcha vers la fenêtre. Dehors, la lune éclairait la cour de terre où ses enfants jouaient chaque jour. « Donne-moi une semaine, » dit-elle finalement. Une semaine pour lui parler.
pour la préparer. Et si nous n'avons pas une semaine, selon les docteurs, nous avons 3 mois, peut être 4. Et tu es prête à risquer ça? Marie se retourna. Son visage était un masque de douleur. J'ai tout risqué pour elle depuis le moment où elle est née. Toi, qu'as-tu risqué? Il n'y avait pas de réponse à cela. Parce que la vérité était que François n'avait rien risqué. Il avait joué la prudence. Il avait construit son empire pendant que sa famille s'effondrait. Je reviendrai demain, dit-il, et chaque jour après cela, jusqu'à ce que tu me laisses faire partie de leur vie de quelque manière que ce soit, et ton entreprise, tes projets, qu'ils aillent au diable. J'ai 15 ans à compenser. Marie le regarda longuement, cherchant la sincérité, cherchant le piège, cherchant l'homme qu'elle avait aimé autrefois dans cet étrange millionnaire qui était maintenant chez elle. « C'est bon, » dit-elle finalement. « Reviens demain à 6h, après que Sophie soit rentrée de l'école. » C'était une opportunité, petite, fragile, mais une opportunité. François hocha la tête et marcha vers la porte. Il remit ses chaussures chères qui semblaient maintenant obscènes dans ce lieu d'humilité. François appela Marie alors qu'il avait déjà la main sur la poignée. Il se retourna. « Si tu lui brises le cœur, si tu la déçois comme tu m'as déçu, il n'y aura pas assez d'argent dans le monde pour te protéger de moi. » Ce n'était pas une menace vide, c'était une promesse. Et François l'a cru. « Je ne le ferai pas, » dit-il. « Je te le jure, je ne crois plus à tes serments. » François sortit dans la nuit. Sa voiture de luxe attendait dans la rue de terre. Contraste obscène avec les maisons humbles autour. Il s'assit à l'intérieur, mais ne démarra pas le moteur. Il regarda simplement la maison de Marie. Les lumières s'éteignirent une par une, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'obscurité. Il avait une fille qui était mourante, une fille qui ne le connaissait pas, une fille qui aimait un autre homme comme père et il n'avait que quelques jours pour changer 15 ans d'absence. Ce que François ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre avait observé cette nuit, quelqu'un qui avait entendu chaque mot, quelqu'un dont la présence allait tout changer à nouveau, parce que dans un petit village, les secrets ne restent jamais longtemps enfouis. François ne dormit pas cette nuit-là. Il resta dans le seul hôtel du village, une chambre modeste aux murs minces et aux matelas affaissés, si différente de son Penthouse à Bruxelles. Mais ce n'était pas l'inconfort qui le tenait éveillé. C'était l'image de Sophie, sa fille, dormant entre ses frères, les protégeant même dans ses rêves, avec un cœur malade qu'il devait sauver. À 6h du matin, quelqu'un frappa à sa porte fort, insistant. Il ouvrit et trouva une femme d'une 40aine d'années aux cheveux attachés en une tresse serrée et aux yeux qui brûlaient d'une fureur à peine contenue. « Vous êtes François ?» Ce n'était pas une question. « Oui, qui êtes-vous » Rose, la sœur de Pierre, poussa la porte et entra sans attendre d'invitation. « Et je viens vous dire de quitter ce village avant que vous ne détruisiez le peu qui reste à ma belle-sœur. » François ferma la porte et se tourna pour lui faire face. « Je ne sais pas ce que vous avez entendu. J'ai tout entendu. » Rose croisa les bras. « Les fenêtres de Marie sont minces, et je vis dans la maison d'à côté, la maison qui était celle de mon frère, la maison d'où j'ai veillé sur ses enfants quand Marie travaillait 18 heures par jour pour les nourrir. » François sentit le poids de l'accusation. « Alors vous savez que Sophie est ma fille. Je sais que vous avez abandonné Marie enceinte, que mon frère a été l'homme qui était là quand vous ne l'étiez pas, que Sophie a appelé Pierre papa jusqu'à son dernier souffle. Et je respecte ça. Pierre a été un homme meilleur que moi. Respecte. » Rose rit sans humour. « C'est ce que vous appelez apparaître avec votre argent sale, 15 ans plus tard. Ce n'est pas de l'argent sale. C'est de l'argent qui appartient légalement à Marie. Et vous croyez que ça vous rend meilleur? Vous croyez que l'argent efface 15 ans d'absence? Non, mais il peut sauver la vie de Sophie. » Rose resta silencieuse. Son visage s'adoucit à peine un peu. « Marie m'a parlé de l'opération dont elle a besoin. Alors, vous comprenez pourquoi je suis ici? Je comprends qu'un homme riche avec une conscience coupable pense pouvoir acheter sa rédemption. » François s'assit sur le bord du lit. Il était fatigué, si fatigué. « Je n'essaie pas d'acheter quoi que ce soit. Je veux juste aider. Aider. » Rose s'approcha. « Savez-vous combien de fois Sophie m'a demandé pourquoi elle n'avait pas de papa comme les autres enfants? Combien de fois je l'ai entendue pleurer parce que les enfants à l'école se moquaient d'elle? Je ne savais pas. Exactement. Vous ne saviez pas parce que vous n'étiez pas là. Parce que vous avez choisi de ne pas être là. » Rose respira profondément, essayant de se calmer. « Marie est comme ma sœur. Ses enfants sont mes neveux et nièces. Je les ai vus grandir, souffrir, lutter. Et maintenant, vous apparaissez comme un sauveur alors que vous n'avez été qu'un fantôme. Vous avez raison. » François leva les yeux vers tout. « Mais cela ne change pas que Sophie est malade et que je peux payer la chirurgie. Et après, quoi? Vous restez ou vous disparaissez à nouveau?
Quand votre conscience sera tranquille, je reste. Pendant combien de temps? Une semaine? Un mois? Jusqu'à ce que vos affaires vous rappellent le temps qu'il faudra. Rose l'étudia, cherchant des mensonges, cherchant le piège. Mon frère a laissé quelque chose avant de mourir, dit-elle finalement. Une lettre. Il m'a demandé de la donner à Marie si jamais vous apparaissiez. François sentit un frisson. Qu'est-ce que dit la lettre? Je ne sais pas. Elle est scellée, mais Pierre m'a fait promettre de la lui remettre. Rose sortit une enveloppe jaunie de son sac. J'allais la donner à Marie ce matin, mais je voulais vous voir d'abord, voir quel genre d'homme vous êtes. Et que voyez-vous? Je vois un homme effrayé, perdu, essayant de réparer quelque chose qui n'a peut être pas de solution. Rose posa l'enveloppe sur la table. Mais je vois aussi un homme qui est finalement apparu, tard, mais il est apparu. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous soyez honnête avec Marie, avec Sophie, avec vous-même. Rose marcha vers la porte. Et je veux que vous compreniez quelque chose. Si vous faites du mal à cet enfant, si vous lui brisez le cœur comme vous avez brisé le cœur de sa mère, il n'y aura pas assez d'argent pour vous cacher de moi. C'était la deuxième menace en moins de 12 heures, et François les croyait toutes les deux. Rose ouvrit la porte, mais s'arrêta. Une chose de plus, Sophie a un rendez-vous chez le cardiologue demain à Bruxelles. Marie a emprunté de l'argent pour le bus et la consultation. Si vous voulez vraiment aider, vous pouvez commencer par là. À quelle heure est le rendez-vous? À 10 heures du matin à l'hôpital central. Je les emmène. Marie n'acceptera pas. Alors convainquez-la, s'il vous plaît. Pas pour moi, pour Sophie. Rose le regarda longuement. Finalement, elle hocha la tête. Je lui parlerai, mais je ne promets rien. Elle partit, laissant François seul avec la lettre d'un homme mort. Un homme qui avait été un meilleur père pour sa fille que lui. François regarda l'enveloppe. La lettre était claire, soignée, pour Marie, seulement s'il revient. Pierre savait, d'une manière ou d'une autre, il savait que François reviendrait un jour. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Des avertissements, des conseils, le pardon. François résista à l'envie d'ouvrir la lettre. Ce n'était pas pour lui, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander quel secret elle contenait. À 15 heures, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Bonjour, c'est Marie. » Sa voix semblait tendue. « Rose m'a parlé du rendez-vous. Je peux vous emmener, toi et Sophie, et payer la consultation et tous les examens que j'ai besoin de ta charité. Ce n'est pas de la charité, c'est de la responsabilité. J'aurais dû être là depuis le début. Laisse-moi être là maintenant. » Il y eut un long silence. « D'accord, mais à certaines conditions, n'importe lesquelles. Tu ne dis rien à Sophie pour l'instant. Tu n'es qu'un ami qui nous aide, rien de plus. D'accord? Et quand nous serons à l'hôpital, tu me laisses parler. Tu paies et tu te tais. Compris? Et François, oui. Si c'est un jeu pour toi, si tu penses disparaître après, dis-le-moi maintenant. Parce que je ne laisserai pas ma fille se faire des illusions si tu ne comptes pas rester. Ce n'est pas un jeu et je ne vais pas disparaître. C'est ce que tu as dit avant. L'appel se termina. François resta à regarder le téléphone, se demandant s'il pourrait un jour regagner la confiance de Marie. Le reste de la journée, il la passa à téléphoner, annuler des réunions, déléguer des projets. Son assistante était confuse. « Monsieur Castillo, tout va bien ?»« Non », avait-il répondu avec honnêteté, « mais ça va aller. » À 18 heures, il marcha jusqu'à la maison de Marie. Les enfants jouaient dehors. Sophie s'occupait d'eux comme toujours. Quand elle le vit, son expression se durcit. « Bonjour », dit François, en gardant une distance respectueuse. « Bonjour, ta maman m'a dit que tu avais un rendez-vous demain. » « Oui. » Sophie ne le regardait pas dans les yeux avec le docteur du cœur. « Ça te dérange si je vous accompagne? Je peux vous emmener dans ma voiture. » Pourquoi? C'était une question simple, mais chargée de sens. « Parce que ta maman est importante pour moi, et vous êtes important pour elle. » Sophie le regarda finalement. « Mon papa disait que les mots ne signifient rien sans les actions. Ton papa était un homme sage. Il l'était. Il y avait de la fierté dans sa voix et de la douleur. J'aimerais qu'il soit là, moi aussi. » Et François le pensait sincèrement. Car si Pierre était en vie, Sophie aurait eu un père qui savait aimer, qui savait rester. Marie sortit de la maison. Elle portait sa plus belle robe, la seule sans raccommodage visible. « Il est temps de rentrer, les enfants », appela-t-elle. Les jeunes frères coururent à l'intérieur. Sophie les suivit, mais avant d'entrer, elle regarda François une dernière fois. « Tu vas refaire pleurer ma maman? Je vais essayer de ne pas le faire. Essayer n'est pas suffisant. » Elle entra dans la maison, laissant François avec Rose qui était apparue sur son perron. « Elle est plus intelligente que vous ne le pensez, » dit Rose. « Elle voit des choses, comprend des choses. Ne la sous-estimez pas, je ne le ferai pas. » Bien, Rose se tourna pour rentrer chez elle,
car demain à l'hôpital, tout pourrait changer. Les docteurs pourraient dire qu'il n'y a pas de temps, qu'elle a besoin de la chirurgie tout de suite. Et alors, vous devrez décider ce qui est le plus important, votre confort ou la vie de votre fille. » Les mots restèrent en suspens. Cette nuit-là, François rêva d'un homme qu'il n'avait jamais connu, Pierre. Un homme qui avait aimé sa fille, qui lui avait donné tout ce que François n'avait pas pu, et il se demanda s'il pourrait un jour être à la hauteur de cet héritage. Ce qu'il ne savait pas, c'est que demain, à cet hôpital, il découvrirait quelque chose qui ferait que tout le reste semblerait insignifiant, car les secrets du passé étaient sur le point d'entrer en collision avec la réalité du présent, et rien ne serait plus jamais pareil. François arriva à 7 heures du matin à la maison de Marie. Trop tôt, mais il n'avait pas pu dormir. Marie ouvrit la porte avec des yeux fatigués. Elle n'avait pas dormi non plus. « Nous arriverons 3 heures avant, dit-elle. Je préfère ça à être en retard. » Sophie sortit avec ses meilleurs vêtements, une blouse trop courte et un pantalon avec un patch au genou. Elle avait les cheveux tressés avec soin, essayant de paraître plus âgée, plus forte qu'elle ne se sentait. Le voyage à Bruxelles fut silencieux. Sophie regardait par la fenêtre, émerveillée par un monde qu'elle voyait rarement. Marie gardait les mains serrées sur ses genoux. François conduisait, conscient qu'il transportait dans sa voiture ce qu'il avait de plus précieux. Une famille qu'il ne savait pas comment prendre soin. L'hôpital central était un bâtiment imposant de béton et de verre. Les gens entraient et sortaient constamment. Ambulance, docteur, l'odeur de désinfectant et de désespoir. Dans la salle d'attente de cardiologie, Sophie s'assit entre sa mère et François. Ses jambes ne touchaient pas le sol. Elle était si petite, si fragile. « Ça te fait mal ?» demanda François doucement. « Quoi, ton cœur te fait mal ?» Sophie haussa les épaules. « Parfois, quand je cours beaucoup ou quand il fait froid. Tu as peur ?» La fille le regarda avec ses yeux qui étaient si semblables aux siens. « Mon papa disait que la peur n'a que le pouvoir que tu lui donnes. » C'était un homme très sage. « Oui. » Sophie baissa les yeux. « Il me manque tous les jours. » François sentit une pointe dans la poitrine, une jalousie absurde d'un homme mort qui avait été un meilleur père en 4 ans que lui en toute une vie. Sophie Dubois appela une infirmière. Marie se leva. François aussi. « Un seul accompagnant peut entrer, » dit l'infirmière. Marie regarda François. Il y avait de la panique dans ses yeux. Elle avait besoin que quelqu'un d'autre écoute, que quelqu'un d'autre comprenne. « Vous êtes le mari, » dit l'infirmière à François. Ce n'était pas une question. François regarda Marie. « Oui, » dit-elle. Le mensonge sortit facilement. Nécessaire. C'est mon mari. Ils entrèrent ensemble. Sophie entre eux, comme une famille qu'ils n'avaient jamais été. Le docteur Dubois était un homme d'une 60aine d'années aux mains fermes et aux yeux bienveillants. Le genre de docteur qui avait vu trop de souffrance, mais qui s'inquiétait encore. Il examina Sophie, écouta son cœur, regarda les anciennes études que Marie avait apportées dans un dossier usé. Son expression devint sérieuse. « J'ai besoin de lui faire de nouvelles études aujourd'hui. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Marie, sa voix tremblante. « La valve se détériore plus vite que prévu. Beaucoup plus vite. Qu'est-ce que cela signifie ?» François se pencha en avant. Le docteur les regarda tous les deux, puis Sophie, qui était restée très calme. « Sophie, peux-tu nous attendre dehors avec l'infirmière ? J'ai besoin de parler à tes parents. » La fille hocha la tête. Elle était trop mûre pour son âge. Elle savait que les nouvelles étaient mauvaises. Quand la porte se ferma, le docteur Dubois enleva ses lunettes. « Votre fille a besoin d'une chirurgie urgente. Pas dans 3 mois, dans 3 semaines, 1 mois maximum. » Marie porta la main à sa bouche, et si ce n'est pas le cas, son cœur pourrait défaillir à tout moment. Un effort trop grand, une émotion trop forte, n'importe quoi pourrait être le déclencheur. « Combien coûte la chirurgie ?» demanda François. « Avec les études préalables, l'équipement spécialisé, la récupération, nous parlons de 80 000 €, peut être 100 000. » Marie s'effondra. C'était plus d'argent qu'elle n'enverrait de toute sa vie. « Je paie, » dit François immédiatement. Le docteur hocha la tête sans surprise. Il avait vu ce scénario de nombreuses fois. « Il y a un autre problème. » Quoi ? Le groupe sanguin de Sophie est très rare. AB négatif. S'il y a des complications pendant la chirurgie, nous aurons besoin de donneurs compatibles et les réserves de la banque de sang sont faibles. Je suis négatif, dit François. Marie le regarda sous le choc. Comment connais-tu ton groupe sanguin ? Je fais des examens réguliers. Cela fait partie de ma routine. Le docteur prit note. C'est bien, très bien, mais nous aurions besoin d'au moins 2 donneurs compatibles. Par précaution, je ferai le nécessaire, dit François. Bien, je vais programmer les études pour aujourd'hui. Nous aurons les résultats demain. Si tout est comme je le pense, nous programmerons la chirurgie dans 2 semaines.
2 semaines, 14 jours pour que François connaisse sa fille, pour qu'elle l'accepte, pour qu'elle comprenne qu'il n'était pas un étranger essayant d'acheter son chemin dans leur vie. Ils sortirent du cabinet. Sophie était assise, balançant ses jambes, essayant d'avoir l'air courageuse. « Qu'a dit le docteur ?» demanda-t-elle. Marie s'agenouilla devant elle. « Tu as besoin d'une opération, mon amour. Je vais mourir. » « Non. » La voix de Marie se brisa. « Non, parce que nous allons te réparer ce cœur. Nous avons de l'argent. » « Oui. » Marie regarda François. « Nous avons de l'aide. » Sophie suivit son regard. Elle étudia François avec ses yeux trop sages. « Pourquoi nous aides-tu » C'était la question à 1 million. Et François n'avait pas de réponse à donner. Pas encore, parce que c'est ce qu'il faut faire. Personne ne fait rien juste parce que c'est ce qu'il faut faire. Il y a toujours une raison, Sophie. La réprimanda Marie doucement. Non, c'est bon. François s'agenouilla aussi, à sa hauteur. Tu as raison, j'ai des raisons, et un jour, si tu me laisses, je te les raconterai toutes. Mais pour l'instant, tu peux croire que je veux juste t'aider. Sophie le regarda longuement. Ma maman te fait confiance. Marie hésita. François vit le doute dans ses yeux. La question n'était pas de savoir si elle lui faisait confiance pour payer la chirurgie. C'était si elle lui faisait confiance pour rester, pour ne plus briser de cœur. « J'apprends à faire confiance à nouveau », dit Marie finalement. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas non plus un non. Les études prirent des heures, échocardiogramme, radiographie, analyse de sang. Sophie fut courageuse. Elle ne pleura pas une seule fois, même si François vit comment elle serrait les poings quand les aiguilles la piquaient. Au moment où ils eurent fini, il faisait nuit. Sophie était épuisée. Elle s'endormit dans la voiture au retour, la tête posée sur l'épaule de sa mère. « Merci », murmura Marie dans l'obscurité. « Tu n'as pas à me remercier. »« Si, j'ai. Parce que malgré tout, tu es apparu quand nous avions le plus besoin de toi. 15 ans trop tard. Mieux vaut tard que jamais. » François n'était pas sûr de le croire, mais il ne discuta pas. Quand ils arrivèrent au village, il était déjà minuit. François porta Sophie à l'intérieur. La fille se réveilla à mi-chemin. « Papa » murmura-t-elle encore endormie. Le monde de François s'arrêta. « Tu es à la maison, mon amour » dit Marie rapidement, prenant Sophie de ses bras. Mais c'était trop tard. François avait entendu ce mot, ce désir inconscient. Sophie ouvrit complètement les yeux. Elle se rendit compte de ce qu'elle avait dit, son visage devint rouge. « Je suis désolé, je rêvais. »« C'est bon » dit François, bien qu'il ait eu l'impression que quelqu'un lui avait serré le cœur. « Non, ce n'est pas bon. » Des larmes coulaient sur les joues de Sophie maintenant. « Tu n'es pas. » Elle courut à l'intérieur vers sa chambre. Marie la suivit. François resta sur le porche seul, écoutant les sanglots étouffés d'une fille qui manquait à son père, un père qui n'était pas lui. Rose apparut sur son perron. « J'ai entendu pour l'hôpital. Comment va-t-elle ? » « Mal. Elle a besoin d'une chirurgie dans 2 semaines. Et tu vas payer. » « Oui. Et après ? » « Après quoi ? » « Après que tu lui aies sauvé la vie. Qu'est-ce qui suit ? Tu lui dis la vérité. Tu t'attends à ce qu'elle t'appelle papa ? » François s'assit sur les marches, enfouit son visage dans ses mains. « Je ne sais pas quoi faire. Faites-le bien. Pour une fois dans votre vie, faites ce qu'il faut. » Rose rentra chez elle, mais avant de fermer la porte, elle ajouta « Et lisez la lettre de Pierre. Peut-être qu'il a les réponses que vous cherchez. » François regarda l'enveloppe qu'il avait gardée dans sa poche. La lettre d'un homme mort. Un homme qui avait su aimer quand François ne savait que fuir. Il l'ouvrit de main tremblante. Les premiers mots le frappèrent comme un coup de poing. « François, si tu lis ceci, cela signifie que tu es enfin revenu. Bien, parce qu'il y a quelque chose que Marie ne t'a jamais dit, quelque chose que seul moi savais, et maintenant tu dois le savoir aussi. » François lut, et à chaque mot son monde s'effondra un peu plus. Car ce que Pierre avait écrit allait tout changer, absolument tout. Si vous voulez savoir comment se termine cette histoire incroyable, abonnez-vous maintenant. Ne manquez pas le dénouement. La lettre tremblait dans les mains de François. Les mots de Pierre étaient écrits d'une écriture claire, posée, comme s'il avait pris son temps, comme s'il savait que chaque mot comptait. « François, si tu lis ceci, cela signifie que tu es enfin revenu. Bien, parce qu'il y a quelque chose que Marie ne t'a jamais dit, quelque chose que seul moi savais et maintenant tu dois le savoir aussi. Le bébé que Marie a perdu, le jumeau de Sophie, n'est pas mort de stress. Il est mort parce que Marie a tenté de se suicider. 2 semaines après ton départ, quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a pris des pilules, pas beaucoup, juste assez pour dormir pour toujours, assez pour ne pas se réveiller à la douleur. Sa voisine l'a trouvée, ils ont appelé l'ambulance. Les docteurs ont sauvé Marie et l'un des bébés, mais l'autre n'a pas survécu. Quand j'ai rencontré Marie, 3 ans plus tard, elle portait encore cette culpabilité. Elle se blâmait pour la mort de ton fils. Elle se haïssait d'avoir été si faible, d'avoir choisi l'évasion,
au lieu de lutter. Il lui a fallu des années pour se pardonner, des années pour accepter que Sophie méritait une mère qui ne vivait pas dans le passé. Je te raconte ça non pas pour que tu la juges, mais pour que tu comprennes combien de douleurs tu lui as causé, combien tu l'as brisé. Si tu es revenu, si tu lis ceci, c'est parce que tu veux faire partie de leur vie. Bien, mais tu dois connaître toute la vérité. Tu dois comprendre que tes décisions ont eu des conséquences qui ont presque tué la femme que tu aimais. Prends soin d'elle, François. Prends soin de Sophie. Prends soin de Marie. Pas comme je l'ai fait, mais comme tu aurais dû le faire dès le début. Avec respect, Pierre. François lut la lettre 3 fois. Chaque fois, les mots coupaient plus profondément. Marie avait tenté de mourir par sa faute. Elle avait été si désespérée, si brisée, qu'elle avait choisi l'oubli. Il se leva et marcha. Il ne savait pas où. Ses pieds bougeaient simplement. Il finit à l'église du village. Fermé à cette heure. Il s'assit sur les marches. « Je l'ai presque tuée », murmura-t-il à la nuit, et je ne l'ai jamais su. Comment pouvait-il la regarder dans les yeux sachant cela? Comment pouvait-il prétendre mériter une seconde chance quand la première avait failli la détruire complètement? Son téléphone sonna. C'était son assistante. « Monsieur Castillo, les investisseurs sont inquiets. Le projet Riverside a besoin de votre approbation. Si vous ne signez pas avant vendredi, nous perdons le contrat. Qu'ils le perdent. » Quoi? J'ai dit qu'ils le perdent ou que quelqu'un d'autre le signe. Je ne serai pas là. Mais, monsieur, ce sont 20 millions d'euros. Je m'en fiche. Il raccrocha, éteignit le téléphone. Pour la première fois en 15 ans, l'argent n'avait pas d'importance. À l'aube, il frappa à la porte de Marie. Elle ouvrit avec des yeux gonflés. Elle n'avait pas dormi non plus. « Que fais-tu ici si tôt ?» J'ai lu la lettre de Pierre. La couleur quitta le visage de Marie. Quelle lettre? Celle qu'il a laissée. Celle que Rose allait te donner. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Marie, s'il te plaît. Pas plus de mensonges. » Elle recula. Ses mains tremblaient. « Tu n'avais pas le droit de lire cette lettre. Je sais et je suis désolé, mais je l'ai lue. Et maintenant je sais ce que tu as fait. » Marie s'effondra sur une chaise. Elle enfouit son visage dans ses mains. « Je ne voulais pas que tu le saches. Pourquoi? Parce que j'ai honte chaque jour de ma vie. J'ai honte d'avoir été si faible. » François s'agenouilla devant elle. « Tu n'as pas été faible. Tu étais brisé et je t'ai brisé. » Non. Marie leva les yeux. « J'ai pris ces pilules. J'ai choisi d'abandonner. Ce n'était pas ta faute. » Si, ça l'était. Tout était ma faute. Non, tu ne m'as forcé à rien faire. Je n'ai simplement pas pu supporter la douleur. Sophie le sait. Dieu non, et elle ne le saura jamais. La panique envahit la voix de Marie. « Promets-moi que tu ne le lui diras jamais. Je te le promets. Pourquoi es-tu venu me dire que tu avais lu la lettre ?» François s'assit sur le sol devant elle. « Parce que j'avais besoin que tu saches que je comprends, que je ne te juge pas, que j'admire ta force d'avoir continué. Je ne me sens pas forte, mais tu l'es. Regarde tout ce que tu as construit. Seul avec 3 enfants, sans aide. J'ai eu de l'aide. Pierre était un homme bon. Mais ne change pas ce que tu as fait. Tu as survécu, tu as élevé tes enfants, tu les as aimés. C'est ça la force. » Marie pleura. Des sanglots qui venaient du plus profond d'elle. Des années de douleur gardée. François ne savait pas s'il pouvait la serrer dans ses bras, si elle s'inclina vers lui et il la tint pendant qu'elle pleurait. « Je vais la sauver, » murmura-t-il. « Sophie, je vais faire tout ce qui est nécessaire. Je sais. Et après, si tu me laisses, je vais passer le reste de ma vie à compenser ces 15 années. Tu ne peux pas compenser le temps perdu. Alors je vais créer du temps nouveau, de meilleurs souvenirs. » Marie se sépara, s'essuya les larmes. Les résultats des études arrivent aujourd'hui. Le docteur appellera, et s'il dit qu'il n'y a pas de temps, que la chirurgie doit être avant, alors ce sera avant. Marie, je dois dire la vérité à Sophie avant la chirurgie. Pourquoi? Parce que si quelque chose tourne mal, François ne put terminer la phrase, rien ne va mal tourner, mais si ça tourne mal, elle mérite de savoir que son père l'a aimée, qu'il l'a toujours aimée, même quand il ne savait pas qu'elle existait. Marie ferma les yeux. Donne-lui un jour de plus. Juste un jour pour être une enfant normale, avant que son monde ne change pour toujours. D'accord. Un jour, le téléphone de Marie sonna. C'était l'hôpital. Oui. Sa voix tremblait. Elle écouta. Son visage pâlit. Je comprends. Oui, nous serons là. Elle raccrocha. Elle regarda François avec des yeux pleins de peur. Les résultats sont pires que ce qu'il pensait. Ils veulent l'opérer demain matin. Si nous attendons plus, le risque est trop élevé. Demain. Nous devons être à l'hôpital à 6 heures du matin. Un jour. Ils avaient un jour pour se préparer. Un jour pour que Sophie sache la vérité. Un jour pour que François soit père pour la première fois. Je vais lui dire aujourd'hui, dit François, ce soir. Tu es sûr? Non, mais c'est ce qu'il faut faire. Marie hocha la tête.
se leva et marcha vers la chambre où dormaient les enfants. « Alors, prépare-toi, car quand tu lui diras tout, tout changera pour nous tous. » François passa la journée à se préparer, appela l'hôpital, paya à l'avance, s'assura qu'ils avaient le meilleur chirurgien, les meilleures infirmières, le meilleur équipement. Il appela son avocat, changea son testament. Si quelque chose lui arrivait, tout irait à Marie et aux enfants. Il appela sa mère, à qui il n'avait pas parlé depuis des mois. « Maman, j'ai une fille. »« Quoi ? » ?»« Une fille de 12 ans. Et demain, elle va se faire opérer du cœur. » Sa mère pleura. Il lui fit des promesses qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir, mais elle lui donna sa bénédiction. À 18 heures, il retourna à la maison de Marie. Sophie était seule dans le jardin. Regardant le coucher de soleil, il s'assit à ses côtés. « Tu as peur de demain ? » ?»« Oui, moi aussi. Pourquoi aurais-tu peur ?» François respira profondément. C'était le moment. « Parce que tu es importante pour moi, Sophie. Plus importante que tu ne peux l'imaginer. Tu me connais à peine. » « Ce n'est pas tout à fait vrai. » Sophie le regarda. Ses yeux si semblables aux siens. « Que veux-tu dire ?» François regarda vers la maison. Marie était à la fenêtre. Elle hocha la tête, lui donnant la permission. « Sophie, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que tu aurais dû savoir il y a longtemps. » La fille se tendit. « Quoi ? J'ai connu ta maman il y a de nombreuses années. Avant que tu ne naisses, nous étions mariés. Tu es Sophie. » Elle se leva d'un bond. « Tu es celui qui est parti ? » ?»« Oui. »« Celui qui l'a abandonné ? » ?»« Oui. »« Celui qui l'a fait pleurer toutes ces nuits où je l'entendais. Chaque mot était une balle. Mais François les prit toutes. »« Oui. Et maintenant tu viens jouer le héros ? » ?»« Non. Je viens te dire la vérité. »« Quelle vérité ?» François se leva, regarda cette fille féroce, courageuse, brisée. « Que tu es ma fille, Sophie. Je suis ton père. » Le monde s'arrêta. Le vent cessa de souffler. Les oiseaux cessèrent de chanter. Sophie le regarda. Puis elle regarda vers la maison où Marie était sortie sur le porche. « Maman. » Sa voix était petite, effrayée. Marie hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. « C'est vrai, mon amour. » Sophie regarda François, Marie, de nouveau François. Et alors, elle courut non pas vers eux, mais loin, vers le champ, vers n'importe quel endroit qui ne soit pas ici. François commença à la suivre, mais Marie l'arrêta. « Laisse-la, elle a besoin de digérer. Et si elle ne revient pas, elle reviendra. Elle revient toujours. » Ils attendirent 1 heure, 2. Quand Sophie revint, elle avait les yeux rouges, mais son visage était ferme. « Tu vas me quitter encore ?» demanda-t-elle à François. « Non, comment je le sais ? Tu ne le sais pas, tu peux juste me donner l'opportunité de le prouver. » Sophie le regarda longuement. « D'accord, mais si tu me quittes, si tu nous quittes, je ne te pardonnerai jamais. Je ne te quitterai pas. » Elle entra dans la maison, laissant François et Marie dans le silence de la nuit. « Elle le sait, » dit Marie. « Oui, et maintenant ? Maintenant nous la sauvons. Demain la chirurgie, le moment qui déterminerait si François aurait l'opportunité d'être père ou s'il perdrait tout avant de commencer, 5 heures du matin. » La maison était silencieuse. François n'avait pas dormi. Il était resté dans sa voiture toute la nuit à veiller, s'assurant que rien de mal n'arrive avant l'aube. À 5h30, les lumières de la maison s'allumèrent. Marie sortit la première, puis Sophie. La fille portait un petit sac. Elle marchait comme si elle allait à l'école, comme si c'était un jour normal. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. « Peur, tant de peur. Prête ?» demanda François. Sophie hocha la tête. Elle n'avait pas parlé depuis la nuit dernière. Depuis qu'elle avait su la vérité, Rose sortit pour leur dire au revoir. Elle serra Sophie fort. « Tu es la fille la plus courageuse que je connaisse. Tout va bien se passer. Et si ce n'est pas le cas, ne dis pas ça. Mais si je ne me réveille pas ?» Rose regarda François avec des yeux qui disaient « C'est de ta faute. Arrange ça. » « Tu vas te réveiller, » dit François. « Je te le promets. Tu ne peux pas promettre ça. Tu as raison, mais je serai là tout le temps, et quand tu te réveilleras, je t'attendrai. » Le voyage fut silencieux. Sophie regardait par la fenêtre. Marie lui serrait la main. François conduisait trop vite, puis trop lentement. Il ne savait pas comment gérer cette terreur. À l'hôpital, il fut accueilli par une équipe complète. Infirmière, docteur, tout allait très vite. « Monsieur Castillo, merci d'être arrivé tôt. Nous avons besoin que vous signiez ces documents. » François lut. Risque, complications, possibilité de décès. Il signa d'une main tremblante. « Madame Dubois, nous avons besoin que vous signiez aussi. » Marie prit le stylo, s'arrêta. « Et si je prends la mauvaise décision, tu ne le feras pas, » dit François. « Comment le sais-tu ? » « Parce que tu es sa mère et les mères savent toujours. » Marie affirma. Des larmes tachèrent. Ils emmenèrent Sophie dans une salle de préparation, lui mirent une blouse,
lui posèrent une intraveineuse. La fille ne pleura pas, mais elle serrait la main de sa mère si fort que ses phalanges étaient blanches. « Maman, si je ne me réveille pas, ne dis pas ça. Mais si je ne me réveille pas, prends soin de mes frères. Dis-leur que je les aime. Tu vas leur dire toi-même. Et maman, pardonne-moi. Pourquoi? Pour ne pas être suffisante, pour vous coûter tant d'argent, pour être la raison pour laquelle tu es toujours triste. » Marie s'effondra, serra sa fille de tout son être. « Tu es la raison pour laquelle je suis encore en vie. Tu es tout pour moi. Ne pense jamais, jamais que tu n'es pas suffisante. » François observait depuis la porte ce moment. Cet amour, c'était ce qu'il avait perdu. L'anesthésiste entra. « Il est temps. » « Non. » Marie s'accrocha à Sophie. « Donne-moi 1 minute de plus, madame. Nous devons commencer. 1 minute, s'il vous plaît. » Le docteur hocha la tête. Sortit. Marie embrassa le front de Sophie, ses joues, ses mains. « Tu es ma guerrière, ma lumière, ma raison de vivre. Je t'aime, maman. Je t'aime plus. » François s'approcha. Sophie le regarda. Oui, sa voix était froide. « Je sais que je n'ai pas le droit. Je sais que je viens d'apparaître, mais puis-je te serrer dans mes bras ?» Sophie le regarda pendant ce qui sembla une éternité. Finalement, elle hocha la tête. François la serra dans ses bras et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette fille, sa fille, fragile et forte à la fois. « Quand tu te réveilleras, murmura-t-il, je serai là et chaque jour après cela, je te le promets. Tu m'as déjà promis que tu ne laisserais pas maman, et tu l'as fait. Cela n'arrivera plus jamais. Les mots ne signifient rien. Je sais. C'est pourquoi je te le prouverai par mes actions chaque jour. » Sophie se sépara, regarda sa mère, puis François. « D'accord, vous pouvez me le prouver. » Ils la conduisirent par ces couloirs blancs vers ces portes qui disaient « Salle d'opération, personnel autorisé seulement. » Marie s'effondra. François la soutint. « Nous allons la perdre, sanglota-t-elle. Je vais perdre mon bébé. Non, elle est forte, comme toi. Et si ce n'est pas suffisant, ça doit l'être. » Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de François. Ils s'assirent dans la salle d'attente. Marie priait. François regardait simplement l'horloge. Tic, tac. Chaque seconde une éternité. À la 3e heure, une infirmière sortit. Famille de Sophie Dubois. Oui. Marie se leva d'un bond. Il y a des complications. Ils perdent beaucoup de sang. Nous avons besoin du donneur. Maintenant, François courut derrière l'infirmière. Ils l'emmenèrent dans une salle. On lui prit du sang rapidement, efficacement. « Elle va bien ?» demanda-t-il. Ils font tout leur possible. Ce n'était pas une réponse, c'était une évasion. Il retourna dans la salle d'attente, étourdi, faible. Marie le vit et courut vers lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Complication. Ils avaient besoin de sang. Mon Dieu. Ils s'assirent, attendirent. Heure 4, heure 5. Finalement, les portes s'ouvrirent. Le docteur Dubois sortit. Sa blouse avait du sang. Son visage était fatigué. Marie ne pouvait plus respirer. Elle, le docteur, enleva son masque. La chirurgie a réussi. Marie s'effondra. François la soutint pendant qu'elle sanglotait de soulagement. Mais continua le docteur, les prochaines 24 heures sont critiques. Son corps a beaucoup souffert. Elle a perdu beaucoup de sang. Si elle passe cette nuit, tout ira bien. Pouvons-nous la voir? Elle est en récupération. Dans 1 heure, vous pourrez la voir, mais seulement quelques minutes. Ils sortirent lentement, comme si quitter la pièce allait l'abandonner. Dans la salle d'attente, Marie s'assit épuisée, brisée. « Merci, dit-elle. Pourquoi? Pour ton sang, pour l'argent, pour être là. Tu n'as pas à me remercier de faire ce que j'aurais dû faire depuis le début, mais tu le fais maintenant. Ça compte. » François s'assit à ses côtés. « Marie, j'ai besoin de te demander quelque chose. » « Quoi? La lettre de Pierre quand il a dit que tu avais essayé, que tu avais pris des pilules. As-tu déjà pensé à le refaire? » Elle le regarda, surprise par la question. « Non, jamais. Il y a eu des moments sombres quand Pierre est mort, quand je n'avais pas d'argent pour la nourriture. Mais non, je n'y ai plus jamais pensé. Pourquoi? Pour elle. » Marie regarda vers la chambre où dormait Sophie. « Parce qu'elle m'a sauvé autant que je l'ai sauvée. » François hocha la tête. Il comprenait. « Toi? » demanda Marie. « As-tu déjà pensé à ne pas de cette façon? Mais il y a eu des nuits où j'ai souhaité ne pas me réveiller, des nuits où le vide était si grand que je ne savais pas comment continuer. Et qu'est-ce qui t'a arrêté? L'espoir stupide qu'un jour je pourrais réparer ce que j'avais brisé. Et tu crois que tu peux le réparer? Je ne sais pas, mais je vais essayer chaque jour pour le reste de ma vie. » Marie posa sa tête sur l'épaule de François, épuisée. « C'est bon, tu peux essayer. » Ils restèrent ainsi, 2 personnes brisées essayant de guérir, unies par une fille qui luttait pour sa vie dans la chambre d'à côté. Les heures passèrent, la nuit tomba, les moniteurs continuaient de biper, le respirateur continuait de fonctionner,
Et Sophie continuait de lutter parce qu'elle était une guerrière comme sa mère, comme son père aurait dû l'être. Et demain, quand elle se réveillerait, tout serait différent ou tout aurait pris fin. Jour 2 à l'hôpital. Sophie était toujours connectée aux machines, mais ses signes vitaux étaient stables, forts. Elle se bat, dit le docteur Dubois lors de sa visite matinale. Son corps réagit bien. Marie pleurait de soulagement. François regardait simplement sa fille, émerveillé par sa force. Quand se réveillera-t-elle ? Demanda-t-il. Bientôt, peut être aujourd'hui, peut être demain. Son corps décide. Quand le docteur partit, François remarqua que Marie le regardait étrangement. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin de te dire quelque chose maintenant. Maintenant, avant qu'elle ne se réveille, avant qu'il ne soit trop tard, François sentit un poids dans sa poitrine. Il y avait déjà eu tant de révélations, tant de secrets. Quoi d'autre pouvait-il y avoir ? D'accord, dis-moi. Marie regarda vers la porte. Elle s'assura qu'ils étaient seuls. Les autres enfants, Thomas et Louis. Qu'est-ce qui se passe avec eux ? Ils ne sont pas de pierre. François fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Tu as dit que c'étaient ses enfants. J'ai dit que Pierre était leur père, et il l'a été à tous les égards importants. Mais biologiquement, le monde de François commença à tourner. Non, si, ce n'est pas possible. Ça l'est. François se leva, marcha vers la fenêtre. Il avait besoin d'air, d'espace, de quelque chose. Tu es en train de dire que les trois sont à toi? Les mots sortirent comme un murmure. Sophie, Thomas, Louis, les trois. Comment? Marie essuya les larmes qui coulaient déjà. Après la naissance de Sophie, après qu'elle ait survécu, j'ai juré de ne plus jamais te chercher. J'avais clos ce chapitre, mais 2 ans plus tard, je suis venu à Bruxelles pour trouver un meilleur travail, quelque chose qui me permettrait de donner à Sophie une vie meilleure. Un jour, je t'ai vu dans un café avec une femme, riant, heureux, comme si nous n'avions jamais existé. François ferma les yeux. Il se souvenait de cette époque, les femmes, les fêtes, essayant de combler le vide avec tout ce qui pouvait le distraire. Je ne suis pas allé te parler. Je t'ai juste observé. Et cette nuit-là, à l'hôtel où je logeais, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu, pour tout ce que tu avais choisi au-dessus de nous. Marie, laisse-moi finir. Sa voix était ferme. Le lendemain, je suis retourné au village. Et Pierre était là à l'arrêt de bus à m'attendre. Il était venu me chercher parce que Rose lui avait dit que j'étais allé à Bruxelles. Il savait pourquoi tu étais parti. Il savait que j'avais besoin de clore ce chapitre. Il m'a emmené chez lui, m'a fait du café, m'a laissé pleurer. Et cette nuit-là, j'avais besoin de me sentir vivante. J'avais besoin d'oublier. Pierre fut gentil, patient, et c'est arrivé. François serra les poings. Il n'avait pas le droit d'être jaloux, mais il l'était. Je suis tombée enceinte cette nuit-là, de jumeaux à nouveau, Thomas et Louis. Alors ils sont de pierre, n'est-ce pas? Marie secoua la tête. Les docteurs ont dit que c'était impossible, que j'étais tombée enceinte avant cette nuit-là, au moins 2 semaines avant. François se retourna lentement. 2 semaines avant. Oui, mais toi et moi, cela fait des années que non. Marie se leva, marcha vers lui. Te souviens-tu du dernier jour, avant ton départ, le matin avant que tu ne montes dans cet avion? François se souvenait. Comment ne pas s'en souvenir? Ils avaient fait l'amour lentement, douloureusement, sachant que c'était un adieu. C'était il y a 15 ans, 14 ans et demi quand je suis tombée enceinte des jumeaux. Les chiffres ne correspondaient pas dans la tête de François. Ce n'est pas possible. Sophie avait déjà presque 2 ans à cette époque. Exactement. Et j'utilisais une protection depuis sa naissance. Pilule, tout. Parce que je ne pouvais pas risquer une autre grossesse. Alors, comment? Les docteurs ont dit que c'était un cas extrêmement rare. Du sperme viable qui était resté late ou une grossesse cryptique qui n'avait pas été détectée. Quelque chose de médicalement improbable, mais pas impossible. François s'assit. Ses jambes ne le soutenaient plus. Tu es en train de dire que d'une manière ou d'une autre, des années plus tard, tu es tombée enceinte de moi. Les docteurs ont fait des tests après leur naissance, des tests ADN, parce que Pierre avait besoin de savoir, méritait de savoir s'ils étaient les siens. Et qu'ont dit les tests que biologiquement, il n'était pas de Pierre. Le docteur a suggéré qu'il y avait peu, être eu une autre personne, mais j'ai juré que je n'avais été qu'avec toi, que Pierre était le premier après toi. Alors les tests étaient faux. C'est ce que j'ai pensé pendant des années. Je l'ai cru jusqu'à il y a 6 mois, quand Sophie a eu besoin de la chirurgie et qu'on lui a fait des tests sanguins poussés qui ont trouvé un marqueur génétique rare, extrêmement rare, 1 sur 1 million. Le docteur a dit que si ses frères partageaient ce marqueur, cela signifierait qu'ils avaient définitivement le même père biologique. François pouvait voir où cela allait, et j'ai fait des tests à Thomas et Louis, sans le dire à personne, j'avais besoin de savoir.
Marie sortit une enveloppe de son sac. Les résultats sont arrivés la veille de ton apparition. Elle lui tendit l'enveloppe. François l'ouvrit de main tremblante. Les 3 enfants, Sophie, Thomas, Louis, tous partageaient le même marqueur génétique. R, tous sont à moi. Oui, les 3. Oui. François regarda Sophie dans le lit. Puis il pensa aux 2 enfants à la maison avec Rose. Ses enfants, tous. Pierre le savait. À la fin. Oui. Je lui ai dit quand les résultats ont confirmé ce qu'il a toujours soupçonné. 1 semaine avant de mourir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ça n'avait pas d'importance, qu'il les avait élevés, qu'il était leur père, que l'ADN ne définissait pas l'amour. François sentit des larmes couler sur ses joues. Il était un homme meilleur que je ne pourrais jamais l'être. Tu ne le sais pas. Tu n'as pas encore essayé. Je les ai élevés pendant des années, sachant qu'ils n'étaient pas les siens, sachant qu'ils étaient tiens, corrigea Marie, et choisissant de les aimer quand même. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Parce que si quelque chose arrive à Sophie, si elle ne se réveille pas, tu as besoin de savoir que tu as 2 autres enfants qui ont besoin de toi, qui méritent de connaître leur père, mais ils croient que Pierre est leur père, et il l'a été. Mais tu l'es aussi. Les 2 peuvent être vrais. François marcha vers le lit de Sophie, toucha sa main. J'ai 3 enfants. Oui, et j'ai été absent pour eux tous. Mais tu es là maintenant. C'est suffisant. Je ne sais pas, mais c'est un début. La porte s'ouvrit. Une infirmière entra. Il y a 2 enfants à l'accueil. Ils disent qu'ils sont les frères de la patiente. Une dame appelée Rose les a amenés. Marie regarda François avec panique. Il ne pouvait pas rester seul. Rose a dû les amener. Tu veux qu'ils partent? Non, mais comment leur expliquer? Comment leur dire que l'homme qui est ici est? Nous ne leur disons rien pour l'instant. Je ne suis que l'ami qui a aidé, rien de plus. Tu es sûr? Non. Mais je ne vais pas les embrouiller davantage au milieu de tout ça. Ils descendirent à l'accueil. Thomas et Louis attendaient avec Rose. Leurs yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Sophie, elle va bien ?» demanda Thomas. « Elle va mieux », dit Marie en les serrant dans ses bras. « Elle se bat. » Louis, le plus jeune, regarda François. « Vous êtes monsieur riche. » François s'agenouilla. « Je m'appelle François. Je suis un ami de ta maman. Et vous avez sauvé Sophie. Les docteurs l'ont sauvée. J'ai juste aidé. Merci. » L'enfant l'embrassa, simple, innocent, sans savoir qu'il embrassait son père. François le serra dans ses bras. Cet enfant, son fils, qui sentait le savon bon marché et la terre, qui avait ses yeux, son nez. Thomas, plus réservé, observait. « Rose dit que vous êtes important, pas autant que vous. Vous allez rester ?» C'était la question que tout le monde posait, la question à laquelle François ne savait pas encore comment répondre avec certitude. « Je vais essayer. » Essayer ne compte pas. Mon papa disait que soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Tout citait Pierre, cet homme fantôme qui avait été un meilleur père sans s'en partager que François avec tout son ADN. Tu as raison, alors oui, je vais rester. Thomas hocha la tête, acceptant la promesse, faisant confiance alors qu'il ne devrait pas. Ils les emmenèrent à la cafétéria, achetèrent de la nourriture, les enfants mangèrent avec faim. Ils parlèrent de Sophie, à quel point elle leur manquait, à quel point ils veillaient sur son lit vide. François les observait. Ses enfants avec des vies complètes qu'ils n'avaient jamais connues, des souvenirs qu'ils ne partageaient pas, des histoires où ils n'existaient pas. Comment se remettait-il de cela? Comment devenait-il père pour des enfants qui en avaient déjà un, même si ce père était mort? Rose s'approcha de lui pendant que Marie emmenait les enfants aux toilettes. Il le sait. Quoi? Ils sont les siens? Je vois comment vous les regardez. Marie me l'a dit. Pierre me l'a dit aussi avant de mourir. Et qu'en pensez-vous? Je pense que la génétique ne fait pas un père, mais l'absence ne fait pas que vous cessez d'en être un. Rose le regarda directement. Ces enfants ont besoin d'un père. Vous avez besoin d'être père. Mais ils ont besoin de temps. Tous en ont besoin. Combien de temps? Le temps qu'il faudra. Quand ils revinrent dans la chambre de Sophie, quelque chose avait changé. Les moniteurs bipaient différemment. Le docteur Dubois était là, en train de vérifier. « Qu'est-ce qui se passe ?» Marie courut. « Regardez. » Le docteur désigna. Les yeux de Sophie bougeaient sous ses paupières. Ses doigts se fléchissaient. Elle se réveille. Les paupières de Sophie bougèrent 1 fois, 2 fois. « Mon amour, je suis là. » Marie prit sa main. « Maman est là. » Les yeux de Sophie s'ouvrirent lentement, désorientés, cherchant à se concentrer. « Maman. » Sa voix était un murmure rauque à cause du tube qu'on venait de lui retirer. « Oui, mon amour. Je suis là. Je suis morte. » Non. Marie rit entre les larmes. « Tu es vivante, tu t'es battue et tu as gagné. » Sophie regarda autour d'elle, vit les machines, les câbles, puis elle vit François. « Tu es venu. Je t'ai dit que je serais là. Je pensais que tu mentais. Je n'ai pas menti. »
Thomas et Louis s'approchèrent timidement du lit. Sophie. Thomas toucha sa main avec précaution. « Tu nous as fait peur. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser, » dit Louis en grimpant sur le lit avec précaution. « Juste ne le refais plus. » Sophie sourit faiblement, puis elle regarda sa mère. « Combien de temps? 2 jours. Mais c'est passé. Tu vas bien. Ça me fait mal, je sais, mais ça ira mieux. » Le docteur l'a promis. Le docteur Dubois entra, vérifia les signes vitaux, sourit. « Tu es une guerrière, Sophie. Ton cœur bat fort. Je ne vais plus mourir. Non, pas avant très longtemps. Puis-je rentrer à la maison? Dans quelques jours, nous devons nous assurer que tout guérit bien. » Quand le docteur partit, Sophie regarda de nouveau François. « C'est vrai ce que tu as dit avant la chirurgie. Quelle partie? Que tu es mon papa. » Les enfants restèrent glacés. Marie aussi. « Sophie, ce n'est pas le moment. » Commença Marie. « Je veux savoir. J'ai failli mourir. Je mérite de savoir. » Elle avait raison. Elle s'était battue pour sa vie. Elle méritait la vérité. « Oui, » dit François. « Je suis ton père biologiquement. » Thomas regarda François, puis sa mère. « Qu'est-ce que cela signifie? » « Cela signifie qu'il y a longtemps, avant que vous ne naissiez, j'ai rencontré votre maman, » expliqua François avec soin. « Et nous sommes aimés, mais j'ai commis une terrible erreur. Je suis parti quand je n'aurais pas dû. »« Et maintenant tu reviens ?» demanda Thomas avec méfiance. « Oui. Pour combien de temps? Pour toujours. C'est ce que disait le papa de mon ami Charles. Il est parti après 2 mois. » L'observation enfantine coupait plus que n'importe quelle accusation adulte. « Je comprends que vous ne me fassiez pas confiance. Vous ne devriez pas. Pas encore. » Louis, le plus jeune, regarda François avec des yeux curieux. « Toi aussi tu es mon papa. » Marie intervint rapidement. « Louis, c'est compliqué. »« Non, » interrompit François. Il avait pris une décision. « Ce n'est pas compliqué. Oui, Louis, je suis aussi ton papa. » Et de Thomas, les 3. Thomas sembla stupéfait. « Les 3. Mais mon papa Pierre. Pierre a été votre père à tous les égards importants, » dit François avec fermeté. « Il vous a élevé, vous a aimé, vous a appris. Je n'ai fait que partager du sang avec vous, mais il a été votre vrai père. » Thomas traitait l'information. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je ne veux pas un autre papa. Je veux le mien. Je sais. Et je n'essaierai jamais de le remplacer. Personne ne le pourrait. Alors, qu'est-ce que tu es ?» François n'avait pas de réponse. Qu'était-il? Un étranger avec de l'argent? Un père absent essayant de compenser? Un homme brisé cherchant la rédemption? Je suis quelqu'un qui veut vous connaître, être dans vos vies, vous aider. Si vous me laissez, et si vous ne me laissez pas, demanda Sophie depuis le lit. Alors je le respecterai, mais je n'abandonnerai pas. Je serai là de toute façon, même de loin. Sophie le regarda, l'évaluant, décidant. D'accord, tu peux rester pour l'instant. Merci. Mais nous avons des règles. Lesquelles? Tu ne fais pas pleurer maman, d'accord? Tu ne nous promets pas des choses que tu ne peux pas tenir. Compris? Et si tu repars, ne reviens plus jamais. La dernière règle pesait plus lourd que les 2 autres réunies. J'accepte, Marie observait. Son visage était un mélange d'espoir et de terreur. Espoir que cela puisse fonctionner. Terreur que tout s'effondre à nouveau. Rose entra avec de la nourriture, s'arrêta en voyant la scène. Les 3 enfants autour du lit, Marie et François des 2 côtés comme une famille. J'interromps. Non, dit Sophie. Nous avons fini de parler, et nous avons décidé de lui donner une chance. Mais une seule. Rose regarda François. Ne la gâchez pas. Je ne le ferai pas. Les jours suivants furent une danse prudente. François visitait chaque jour. Il apportait des livres, des jouets, mais surtout il apportait du temps. Il s'asseyait avec Sophie, écoutait ses histoires, ses peurs, ses rêves. Il connut Thomas, qui aimait les animaux et rêvait d'être vétérinaire. Il connut Louis, qui dessinait constamment et voyait de la magie en tout. Et lentement, très lentement, ils commencèrent à faire confiance. 1 semaine après la chirurgie, Sophie sortit de l'hôpital. Elle pouvait rentrer à la maison. François avait préparé quelque chose. Avec la permission de Marie, il avait rénové la maison, non pas de manière ostentatoire, mais pratique. Un nouveau toit, de l'électricité qui fonctionnait, de nouveaux lits pour les enfants. Quand ils arrivèrent, Sophie regarda autour d'elle avec des yeux énormes. « Tu as fait ça? Je voulais que tu rentres dans un foyer sûr. C'est trop. Ce n'est pas suffisant. Ce ne sera jamais suffisant pour compenser les années perdues. Mais c'est un début. » Thomas explora son nouveau lit. Louis trouva de nouveaux outils d'art. Sophie s'assit simplement sur le canapé rénové et pleura. « Pourquoi pleures-tu » demanda François inquiet. « Parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas peur. » « Peur de quoi? Que le toit ne tombe, que l'électricité ne tombe en panne, que nous n'ayons pas assez. » Sophie le regarda. « Merci.
C'était la première fois qu'elle le remerciait pour quelque chose. Tu n'as pas à remercier. Si, j'ai, parce que ça signifie que être tu resteras. Je vais rester. Promesse. Promesse. Cette nuit-là, pendant que les enfants dormaient dans leur nouveau lit, Marie et François s'assirent sur le porche. Tu les gagnes, dit-elle, c'est bien. Oui, mais ça me terrifie aussi. Pourquoi? Parce que si tu pars, si tu les déçois, la douleur sera pire que tout ce qui a précédé. Je ne partirai pas, Marie. C'est ce que tu as dit avant, je sais, mais cette fois c'est différent. Comment? Parce que maintenant je sais ce que j'ai perdu et je ne le perdrai plus. Marie le regarda cherchant le mensonge, cherchant le piège. Elle n'en trouva aucun. D'accord, je te crois. Pour l'instant, c'était suffisant pour l'instant, mais ce qu'aucun ne savait, c'est que le passé avait encore des secrets. Un de plus, le plus grand de tous. Et quand il éclaterait au grand jour, il changerait tout à nouveau. Car dans un petit village, où tout le monde se connaît, où les histoires se transmettent de génération en génération, certains secrets sont trop grands pour rester enfouis. Et ce secret impliquait non seulement François et Marie, mais la vraie raison pour laquelle François est parti il y a 15 ans. Une raison qu'il ne connaissait pas lui-même complètement. Un mois plus tard, la vie avait retrouvé un rythme fragile, nouveau, mais un rythme enfin. François avait loué une maison dans le village, proche, mais non envahissante. Il passait les après-midi avec les enfants, les emmenait à l'école, aidait aux devoirs. Sophie se remettait bien. Son cœur battait fort, les cauchemars étaient moins fréquents. Thomas commençait à l'appeler François au lieu de monsieur. Louis lui avait dessiné un portrait que François gardait dans son portefeuille. Marie observait tout avec une prudence pleine d'espoir, comme quelqu'un qui avait été brûlé tant de fois qu'il ne faisait plus confiance au feu, même quand il donnait de la chaleur. Mais un dimanche après-midi, tout changea. Une femme arriva au village, âgée, élégante, conduisant une voiture chère. Elle demanda après François. Rose la vit la première, quelque chose chez la femme lui sembla familier, inquiétant. La femme frappa à la porte de François. Il ouvrit et resta paralysé. « Bonjour mon fils, maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu rencontrer mes petits-enfants, ou tu comptais me les cacher pour toujours ?» François la laissa entrer. Sa mère, Patricia, regarda autour d'elle avec une désapprobation à peine dissimulée. La maison louée était modeste pour ses standards. « Pourquoi es-tu vraiment venu? Ta sœur m'a tout raconté sur la fille, la chirurgie, les deux autres. » Julie a la bouche grande. « C'est ta sœur. Elle était inquiète. » François s'assit. Il avait déjà affronté trop de fantômes. Sa mère en était un autre. « Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir pourquoi tu as gâché ta vie pour une femme de village et 3 bâtards. » Le mot coupa. François se leva. « Sors de ma maison. François, assieds-toi. Nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. » Si, nous avons. À propos d'il y a 15 ans. À propos de pourquoi tu es vraiment parti. François resta immobile. « Je suis parti parce que j'avais une opportunité. Tu es parti parce que je t'ai forcé. » Le silence envahit la pièce. « Quoi ?» Patricia soupira, enleva ses gants lentement, un geste que François se souvenait de son enfance. Elle enlevait toujours ses gants avant les conversations difficiles. « L'investisseur, celui qui a financé ton premier projet, était ton père. Papa est mort quand j'avais 10 ans. Non, ton père de sang. L'homme qui t'a donné son nom de famille, qui t'a élevé. Oui, il est mort. » Patricia le regarda directement, mais ton père biologique était vivant et il voulait te connaître. Le monde de François vacilla. « De quoi parles-tu? J'ai épousé Rodolphe Dubois quand je suis tombée enceinte de toi. Il savait que tu n'étais pas le sien, mais il m'aimait. Il t'a donné son nom, t'a élevé comme son fils. Non, ton vrai père était Alexandre Ruiz, l'homme d'affaires, le millionnaire. L'homme qui est apparu il y a 15 ans avec une offre que tu ne pouvais pas refuser. » François s'effondra sur le canapé. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que tu allais épouser cette fille. Tu allais rester dans ce village oublié. Tu allais gaspiller ton talent. Tu allais être heureux. » Corrigea François avec amertume. « Tu allais être pauvre. Et j'avais trop lutté pour nous sortir de la pauvreté. Je n'allais pas te laisser y retourner. Alors, qu'as-tu fait? J'ai dit à Alexandre que tu voulais le rencontrer, que tu voulais ton héritage. Il a posé les conditions. Tu voulais l'argent. Tu devais quitter ta vie ici, déménager, travailler avec lui, prouver que tu étais digne. Et moi, tu étais jeune, ambitieux quand je t'ai offert l'opportunité de rencontrer ton vrai père, de faire partie de son empire. Tu n'as pas hésité une seconde. Mensonge, j'ai hésité. Marie était un obstacle. Alors je me suis assuré que tu ne viendrais pas avec elle. Comment? Patricia baissa les yeux. Pour la première fois, François vit de la honte sur son visage. J'ai dit à Alexandre que tu étais marié.
que tu avais des engagements. Il a dit que ça n'avait pas d'importance, que tu pouvais amener ta femme. Mais moi, je ne voulais pas que cette fille de village ruine tes opportunités. Qu'as-tu fait, maman? Je t'ai dit qu'Alexandre exigeait que tu viennes seul, que c'était sa condition. Et à Marie, j'ai fait parvenir une lettre. François se leva d'un bond. Quelle lettre? Une lettre de toi. Ou du moins elle le pensait, disant que tu avais rencontré quelqu'un d'autre, que le mariage avait été une erreur, que tu ne reviennes plus le chercher. Tu mens, j'aimerais, mais non. Patricia sortit un vieux papier de son sac. C'est la copie que j'ai gardée. François l'a lue. C'était son écriture, ou une imitation parfaite, des mots cruels qu'il n'avait jamais écrits, des adieux qu'il n'avait jamais faits. Marie a reçu ça. Oui, 3 jours après ton départ, tout prenait un sens. Pourquoi Marie avait-elle changé son numéro? Pourquoi ne l'avait-elle jamais cherché? Pourquoi quand il a finalement essayé de revenir, elle était déjà avec Pierre? Tu as brisé ma vie. Je t'ai donné une vie meilleure. Tu as détruit ma famille avant que j'aie eu la chance de la créer. Je t'ai donné la richesse, le succès, tout ce que tu voulais. Je voulais Marie. Je voulais mon enfant. Je voulais la vie que nous construisions. Patricia se leva. Tu étais trop jeune pour savoir ce que tu voulais. J'avais 23 ans, assez pour décider. Et regarde-toi maintenant, millionnaire. À succès, tu vas me dire que tu regrettes chaque jour de ma vie. La porte s'ouvrit. C'était Marie. Elle avait tout entendu depuis le porche. C'est vrai. Sa voix tremblait. La lettre. François se retourna. Je n'ai jamais écrit cette lettre, mais je l'ai reçue avec ton écriture, ta signature. Ma mère l'a falsifiée. Marie regarda Patricia, des années de douleur transformées en fureur. Vous m'avez volé 15 ans avec l'homme que j'aimais. Je lui ai donné un avenir à mon fils. Vous lui avez volé sa famille. Je lui ai retiré la pauvreté, la stagnation, une vie médiocre. Marie s'approcha de Patricia. 2 femmes, 2 visions du monde, 2 idées de l'amour. Votre fils a 3 enfants qui ont grandi sans père, qui ont pleuré en se demandant pourquoi ils n'étaient pas suffisants pour que quelqu'un les aime, qui ont vu leur mère travailler jusqu'à l'épuisement, qui ont connu la faim, la honte, l'abandon. Ce n'est pas ma faute, c'est exactement votre faute. Et celle de François, pour l'avoir cru. François se plaça entre elles. Marie, je ne savais pas, je sais, mais tu n'as pas non plus demandé, tu n'as pas lutté. Tu as supposé que je t'avais oublié et tu as continué ta vie. C'était vrai, douloureusement vrai. Patricia marcha vers la porte. Je suis venu t'inviter à la maison, François. Ton père Alexandre est mort le mois dernier. Il t'a laissé tout, 500 millions d'euros. Mais seulement si tu retournes à Bruxelles, si tu reprends les affaires. Non, qu'ai-je dit? Non, garde l'argent. Donne-le à Julie. Je ne le veux pas, François. C'est une fortune. C'est du sang sale, acheté avec des mensonges. Je ne la veux pas. C'est ridicule. Je suis un père. Quelque chose que tu ne m'as jamais appris à faire. Patricia le regarda longuement. Finalement, elle hocha la tête. Un jour, tu le regretteras. Je regrette déjà beaucoup de choses. Mais cette décision n'en fera pas partie. Sa mère partit, laissant le silence dans son absence. Marie s'assit. François aussi. 15 ans, murmura-t-elle. 15 ans détruits par un mensonge. Je suis désolé. Ce n'était pas ta faute. Non, complètement. J'aurais dû me battre plus. J'aurais dû venir avant. J'aurais dû pour Marie posa sa main sur la sienne. C'est passé. Nous ne pouvons pas le changer. Alors, que faisons-nous? Nous continuons avec la vérité. Cette fois, la porte s'ouvrit. Sophie, Thomas et Louis entrèrent. Ils avaient été avec Rose. Qui était cette dame? Demanda Sophie. Ma mère, répondit François. Elle semblait en colère. Elle l'était. Pourquoi? François regarda Marie. Elle hocha la tête. Parce que j'ai pris une décision qu'elle n'approuve pas. Quelle décision? Rester ici avec vous pour toujours. Sophie étudia son visage. Pour toujours de vrai. Pour toujours de vrai. Et si elle revient? Et si elle t'offre plus d'argent? Il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour m'éloigner de vous à nouveau. Thomas s'approcha timidement. Pouvons-nous t'appeler papa? Le cœur de François s'arrêta. Si vous voulez, mais nous avions un autre papa, Pierre, et il sera toujours votre papa. Personne ne peut le remplacer, mais peut être que vous pouvez en avoir 2, un dans vos souvenirs et un ici. Thomas réfléchit, puis hocha la tête. D'accord, papa. François. Louis courut le serrer dans ses bras. J'ai un papa à nouveau. Sophie resta en arrière. Observant, finalement elle s'approcha. Une chance de plus, dit-elle, mais c'est la dernière. Je sais. Ne la gaspille pas. Je ne le ferai pas. Il l'embrassa. Et pour la première fois en 15 ans, François sentit qu'il était exactement là où il devait être. 6 mois plus tard. La maison de Marie avait maintenant un nouveau porche. François l'avait construit de ses propres mains. Il n'avait embauché personne. Il l'avait fait lui-même. Chaque clou,
chaque planche. Les enfants jouaient dans le jardin. Sophie, complètement rétablie, courait avec ses frères. Son rire remplissait l'air. François et Marie s'assirent ensemble, observant. « Heureux ?» demanda-t-elle. « Plus que je ne le mérite. Nous méritons tous de secondes chances, et nous avons une seconde chance. » Marie le regarda. Il y avait de l'amour dans ses yeux, mais aussi de la prudence, des cicatrices qui ne disparaîtraient jamais complètement. « Demande-moi dans 1 an ou dans 5 ou dans 20 et peut-être alors j'aurai une réponse. » C'était suffisant pour l'instant. François avait appris que l'amour ne vient pas toujours avec des garanties, que la famille se construit jour après jour, qu'être père ne consiste pas à partager du sang, mais à être présent, et que parfois le plus grand trésor n'est pas celui que l'on construit, mais celui que l'on a failli perdre et pour lequel on se bat pour le retrouver. La leçon. Cette histoire nous apprend qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison, que les erreurs du passé ne définissent pas notre avenir, que l'amour vrai survit au temps, au mensonge, même à l'absence. Mais surtout, elle nous apprend que les actions parlent toujours plus fort que les mots. François a perdu 15 ans, mais a gagné le reste de sa vie. Non pas parce qu'il avait de l'argent, mais parce qu'il a finalement compris ce qui importait vraiment. Que feriez-vous dans cette situation? Choisiriez-vous le succès ou la famille, la richesse ou l'amour? Laissez-le-moi en commentaire. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui est loin de chez lui, quelqu'un qui pense qu'il est trop tard pour revenir, car il n'est jamais trop tard tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a le courage d'affronter nos erreurs et de faire la paix avec notre passé. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui touchent directement le cœur. Histoires de seconde chance, de familles brisées qui se reconstruisent, d'amour qui survit à tout. La prochaine vidéo vous surprendra encore plus, car nous avons tous des secrets, nous portons tous de la douleur et nous méritons tous une opportunité de rédemption. À bientôt pour la prochaine histoire.